Et tout de suite, sans transition, on se retrouve pour parler aussi de Noël avec notre invitée. Bonjour Sophie Coine, vous êtes rédactrice en chef adjointe de 60 millions de consommateurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler des cadeaux de Noël, là encore, mais surtout de l'inflation. Comment se passent les fêtes pour les Français en cette fin d'année, compte tenu de l'explosion du panier moyen, on va dire, pour les fêtes de Noël et le réveillon? Eh bien, ils ont prévu de se serrer la ceinture et on verra dans quelques semaines leur retour là-dessus. Au niveau des cadeaux pour les enfants, par exemple, le budget a diminué. Ils prévoyaient de dépenser 6% de moins, soit 124 €, quand l'année dernière, ils dépensaient aux alentours de 150 €. Donc oui, se serrer la ceinture, choisir des produits un petit peu moins qualitatifs pour le repas de Noël. Il est important pour eux de ne pas se priver. Néanmoins, faire attention, c'est au cœur des priorités de tout le monde actuellement, oui. Ouais, pourtant, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, explique que l'an prochain, c'est bon, ça y est, la crise est derrière nous et l'inflation va être jugulée. On a l'impression qu'il dit ça à peu près tous les 3 mois. Alors, mais sincèrement, oui. On voudrait y croire. Hein. Ouais. Et nos lecteurs à 60 millions de consommateurs aussi voudraient y croire. On a quand même pris 25% d'inflation sur l'alimentaire en 2 ans. Et l'Institut Nielsen avec lequel on travaille à 60 millions prévoit l'année prochaine une hausse encore de 3,5% des prix de l'alimentaire. Ah oui. Donc écoutez, j'espère qu'on fera mentir les Cassandres et que notre ministre aura raison au final. Pour le moment, j'attends de voir. Et est-ce que c'est les produits alimentaires qui sont les plus touchés par l'inflation ou est-ce qu'il y a d'autres postes de dépenses qui ont vraiment explosé ces derniers mois? Oui, alors les produits alimentaires sont quand même ceux qui ont le plus de visibilité pour les Français. 99% des Français ont vu la hausse des prix cette année. C'est quand même une belle unanimité. On peut pas dire 100%. Une belle unanimité, oui. Et actuellement, on nous parle de prix qui commencent à diminuer. Nous, dans le panier inflation qu'on suit depuis 2 ans, il y a un seul produit dont les prix ont diminué, c'est l'huile. Et encore pas l'huile d'olive. Donc, voilà. Alors, beaucoup d'autres produits ont augmenté. Bon, évidemment l'essence, le carburant, mais le prix des hôtels et des vacances. Par exemple, le prix des meubles. Les industriels se sont énormément servis. Ouais. Ils ont profité de cette période d'inflation généralisée pour augmenter leurs profits. Et ça, c'est pas 60 millions de consommateurs qui le dit, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'est le FMI, qui ont noté l'un comme l'autre que la moitié des hausses observées par les Français et les Européens sont liées à des augmentations de profits décidées par les industriels et non à des problèmes d'approvisionnement, des problèmes énergétiques qui seraient liés aux différents conflits qui nous entourent actuellement. Qui sont les plus gros profiteurs alors de cette crise inflationniste? Alors sur l'alimentaire, des gros industriels type Pepsi & Co, type Unilever, Henkel, qui sont vraiment dont on achète énormément de produits. Unilever, ça va être de l'alimentaire, ça va être également des produits d'entretien, des produits corporels. Voilà, ils ont bien profité de la crise. Ils montrent des dividendes records, des bénéfices records, ça faut quand même le noter. Donc ils se sont bien engraissés, oui. Et les distributeurs ont joué le jeu aussi ou ils ont fait des efforts? Les distributeurs, vous savez, les négociations entre les distributeurs et les industriels ont été avancées, elles vont commencer en février. L'idée, c'est que les négociations puissent aboutir à des prix corrects, on va dire. Ce qu'on sait, nous, en off, c'est que ce soit les industriels sur leur marque de distributeur, les industriels sur leur marque, et les distributeurs sur leur marque de distributeur, leur marque propre, chacun ont décidé qu'il y aurait des augmentations. Donc il y aura de toute façon des augmentations. Il y aura des augmentations, mais des deux côtés. Okay. Mais des deux côtés, y compris dans les marques de distribution, des distributeurs qui, faut le noter, quand même cette année, ont augmenté elles aussi.
Mais à quel moment ça va s'arrêter? Parce que à un moment, les magasins vont être vides. On voit déjà l'explosion des banques alimentaires qui n'arrivent pas à suivre la demande, de gens qui vont au Resto du Cœur ou ailleurs. Vous le disiez, les Français ont réduit leur consommation, le panier moyen. À quel moment on trouve un équilibre et on arrête de vouloir toujours plus augmenter les prix? Écoutez, tant que les Français achètent... Ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire que c'est un peu un achat contraint, on est obligé de se nourrir. Pas le choix. Vous savez que 14% de la population cette année était en précarité d'achat. 14%, on n'a jamais vu ça. Donc, précarité d'achat, c'est-à-dire dans l'incapacité d'acheter les produits. Dans l'incapacité d'acheter des produits, des services, et de devoir complètement se priver. Et là, on parle de familles qui travaillent, on parle de familles qui travaillent, de familles qui sont aussi qui ont plus de difficultés à trouver l'emploi, qu'elles ne puissent pas se nourrir correctement, qu'elles ne puissent pas nourrir leurs enfants, c'est un vrai problème. Les chercheurs en nutrition, les chercheurs qui suivent la façon dont les familles se nourrissent, se rendent compte qu'elles achètent beaucoup moins de fruits et de légumes, c'est un problème, qu'elles achètent beaucoup moins de viande, qu'elles se privent là-dessus. Alors on pourrait se dire, ils mangent peut-être quand même à leur faim. Oui, mais ça c'est des problèmes de santé à venir, et la facture, on finira par la payer. Ouais. À la fois sur l'impact de santé, social, sur l'impact de santé, effectivement. Et les problèmes d'intégration aussi, de difficultés pour ces familles qui vont être de plus en plus loin de la société de consommation, parce qu'elle ferme ses portes finalement aux consommateurs. Oui, et c'est très difficile à entendre, puisque on est dans une société où la publicité est faite en permanence autour des nouveaux produits. Du nouveau smartphone, et pour les familles, ça a du sens quand même d'aller chercher des marques, de pouvoir offrir même en alimentaire les bonnes marques à leurs enfants, la bonne marque de soda, la bonne marque de pâte à tartiner. Et donc on peut pas être en permanence dans ce bain de publicité et de nécessité d'acheter des choses dernier cri, et à côté de ça, avoir son pouvoir d'achat qui stagne, au mieux qui stagne cette année. Mais dans les années 60-70, le pouvoir d'achat des Français augmentait de 5-6% tous les ans. On en est très loin. Là, on en est où du pouvoir d'achat des Français? Alors sur le dernier trimestre, l'INSEE considère qu'il y a eu moins 0,2%. Donc il baisse. Alors une baisse légère ce trimestre-ci. Sur l'ensemble de l'année, ça devrait être en dessous de 1% d'augmentation du pouvoir d'achat, mais évidemment pas pour toutes les classes sociales. Donc il y a des classes sociales qui voient leur pouvoir d'achat vraiment en négatif. Voilà, et d'autres qui en bénéficient plus. Et ça, est-ce que c'est inédit ou est-ce qu'il y a déjà eu un épisode inflationniste un peu similaire dans les dernières années ? Alors, un dernier épisode inflationnaire fort, c'était au moment de la crise des subprimes 2007-2008, où là, effectivement, on a vu de l'inflation, on a vu de la shrinkflation, et donc, mais une inflation aussi forte avec une augmentation de 25% des prix à la consommation dans l'alimentaire, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et quels sont les... On a vu les trimestres anti-inflation mis en place par Bruno Le Maire, c'est passé totalement à côté de la cible et l'objectif. C'était pas suffisant. Oui. Voilà, c'était pas suffisant. Donc là, si vous voulez, il serait bon de taper du poing sur la table de manière à ce que les industriels se calment. Là, les négociations vont arriver. On attend des pouvoirs publics qu'ils donnent un cap quand même dans le cadre de ces négociations entre distributeurs et industriels, de manière à limiter au maximum les hausses, parce que c'est plus possible. On va continuer d'en parler avec vous, Sophie Coy. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour nous parler de votre expérience par rapport à ces prix qui ne font que flamber. On se retrouve dans un instant dans Poulain sans réserve pour continuer de parler de cette fin d'année et du pouvoir d'achat des Français. À tout de suite. Et on continue.
continue de parler avec Sophie Coine, rédactrice en chef adjointe de 60 millions de consommateurs, de cette fin d'année, du pouvoir d'achat en berne des Français. On le disait, tous les produits qui ont augmenté, y compris les produits de première nécessité. Et cette négociation avancée à février plutôt que mars entre industriels et distributeurs. Est-ce que vous pensez qu'il y aura quand même une limitation, même si les hausses ont déjà été annoncées? Est-ce qu'on peut attendre quelques bonnes nouvelles quand même? Bah écoutez, pas sûr. Pas sûr qu'on ait beaucoup de bonnes nouvelles. Faut pas être dupe quand un distributeur nous dit PepsiCo ou telle marque de soda prévoit une hausse de 7%. Nous, on va essayer de la maintenir à 3%. Bah oui, mais enfin c'est quand même une hausse qui s'installe au-dessus d'autres hausses. Et puis, il y a également ce jeu entre les distributeurs et les industriels, où les distributeurs diabolisent parfois un petit peu les industriels pour mieux vendre leur propre marque. Et on voit bien que les distributeurs sur leur propre marque ne font pas forcément tous beaucoup d'efforts. Les marques premier prix, ces paquets blancs qu'on trouve en bas de rayon et qui ont été les premières à pâtir de l'inflation quand elle a commencé au moment de la guerre en Ukraine. Ils ont pris 16% cette année. C'est énorme. Voilà. Alors il reste des prix plus petits, mais ils ont quand même augmenté. Mais quand même, enfin, quand on regarde et qu'on vit dans ce pays, l'essence, alors parfois augmente, parfois stagne, mais elle ne fait qu'augmenter sur le long terme. Les taxes aussi augmentent, les produits de consommation augmentent, les péages vont aussi augmenter malgré les annonces de Clément Beaune. Enfin, à un moment, il va y avoir quand même un vrai problème qui va se poser entre ce que dit le ministre de l'économie, croyant que ce qu'il dit est parole de vérité et que les Français ne s'appauvrissent pas, et les Français qui voient bien qu'ils s'appauvrissent quand même. Oui, alors les allocations ont légèrement augmenté cette année d'1,6%. Les salaires auraient augmenté très légèrement également de 4,5%. Évidemment, tous les Français peuvent pas le voir, puisque tous les Français n'ont pas été augmentés. La crainte, c'est évidemment la frustration qui vient de l'absolue nécessité de vouloir nourrir sa famille et de vouloir consommer à minima correctement, pouvoir emmener ses enfants en vacances. Bon il y a des Français qui ont renoncé cet été. Ouais, enfin on a l'impression que tout devient progressivement produit de luxe ou difficile. Il faut faire attention. Il faut faire attention tout le temps. Donc, Mais est-ce que, vous êtes en contact avec le ministère de l'économie? Est-ce que vous attendez quelque chose de la part des pouvoirs publics là dans les premières semaines de 2024 ou... Comme les négociations vont arriver là dans un mois, juste après Noël, en février, début février, qui est vraiment un coup de frein, une alerte qui soit donnée des pouvoirs publics sur ces négociations-là, ce serait vraiment important. C'est important de le faire, là maintenant, puisque c'est maintenant que ça se décide pour l'année qui vient. Est-ce que quelque chose est en préparation? Écoutez, nous on n'a pas d'infos là-dessus. Ok, donc ce sera peut-être la surprise, parce que on a l'impression qu'on occupe les Français avec des débats politiques, la loi immigration, etc. Mais la chose qui préoccupe premièrement les Français, c'est quand même le pouvoir d'achat. Ah oui, c'est important de revenir aux Français et de les écouter. Nous, on a un service lecteur qui est très fourni, et des lecteurs qui nous font remonter les arnaques auxquelles ils sont confrontés, les difficultés, les cas de shrinkflation. Vous savez, quand on diminue la quantité d'un produit tout en maintenant le prix. Oui, ça c'est une pratique honteuse. C'est-à-dire que les distributeurs font exprès, enfin les industriels, d'avoir le même packaging, mais mettre moins dedans en fait, en expliquant que le prix reste le même. Il n'explique rien justement. Oui, il faut regarder le poids en fait écrit en petit sur le paquet. Alors en fait, nos lecteurs s'en rendent compte, par exemple, quand ils ont un vieux paquet, puis ils achètent le nouveau pour faire de la recharge, puis tout à coup ils se rendent compte, par exemple, que la bouteille est moins remplie. Par exemple, l'industriel a mis un fond un petit peu plus important au fond de la bouteille, ou un petit peu plus d'air dans le paquet de chips. Et là, on reçoit des courriers en disant c'est honteux, la dernière crise en date des biscuits, les Oreo qui auraient moins de crème à l'intérieur. C'est une façon de limiter encore les coûts, d'en donner un petit peu moins pour le même prix. Alors le consommateur paye la même chose.
Donc, mais il en a moins dans l'assiette. Oui, sans compter ça, et les changements des recettes aussi. Vous savez, quand on a un agroalimentaire, on peut jouer Absolument. sur les additifs, etc. Remplacer le beurre par de l'huile de palme. Voilà. Alors, il y a un site public, Signal Conso, qui signale les changements de recettes quand les industriels veulent bien être transparents, parce qu'il y a quand même des industriels qui jouent le jeu. Mais ils ne sont pas obligés à la transparence sur les changements de recettes ? Ah non, pas forcément. D'accord. Non. De même que sur le changement de taille des paquets, il n'y a aucune loi pour le moment qui exige que quand on change le volume du contenu, on doive l'indiquer sur le paquet. Ça, ce sera au consommateur de le découvrir. Mais ça devrait être des lois qui devraient être discutées à l'Assemblée, ça aussi, quand même, dans l'intérêt général. Ah oui, ça. Alors la question de la transparence des industriels, le gouvernement est en train de plancher dessus. En septembre dernier, il y avait eu toute une crise autour de la shrinkflation sur 150 produits, ce qui est vraiment extrêmement faible, soyons clairs. Mais ça avait provoqué une alerte de la ministre Olivia Grégoire, de Bruno Le Maire, qui ont parlé de donner plus de transparence sur ce genre de pratiques, de manière à réconcilier un petit peu les Français avec les industriels, pour que les Français ne se sentent pas arnaqués sur ce point-là précis de la shrinkflation. Mais la shrinkflation, donc cette réduction de contenu, c'est vraiment le sommet immergé de l'iceberg. C'est l'inflation, l'augmentation des prix qui est le plus problématique aujourd'hui. Et là, il n'y a aucune mesure. On parlait des trimestres anti-inflation qui n'ont pas fonctionné parce que trop peu ambitieux. Ils ont quand même permis de maintenir à flot quand même un certain nombre de personnes. Heureusement qu'ils étaient là. Parce que, oui, c'était mieux que rien, on va dire. C'était mieux que rien. Voilà. Maintenant, peut-être que ça aurait pu durer davantage. Moi, j'attends de voir l'année qui vient. Mais quelles seraient les mesures ambitieuses que pourrait mettre en œuvre le gouvernement pour donner un peu d'air aux Français ? Continuer les paniers anti-inflation, négocier avec les industriels de manière à ce qu'ils limitent les augmentations infondées. On parlait aussi des recettes, de ce qu'on trouve dans les produits transformés. Récemment, on a appris que les nitrites étaient interdits dans les croquettes et pâtés pour chats et chiens, mais autorisés dans les charcuteries pour les humains. Comment on en arrive à des législations pareilles ? Alors le cas des nitrites est très complexe. C'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction des nitrites dans la charcuterie humaine, si ce n'est dans les saucisses. Là, normalement, en mars, on devrait commencer à ne plus voir de saucisses avec des nitrites. La charcuterie sans nitrite est difficile à mettre en place d'un point de vue industriel. Ils ont des solutions, mais comme le plan anti-nitrite ne comporte pas de mesures coercitives, c'est à la discrétion des charcutiers. Et hélas, quand le plan anti-nitrite est sorti, donc en mars 2022, la façon dont il a été communiqué, les éléments de langage étaient exactement les mêmes que celui du lobby des charcutiers, donc on s'est interrogé tout de même sur la façon dont ça avait été mis en place. Faut quand même être clair, les autorités sanitaires, elles sont vent debout contre les nitrites. Qui sont soupçonnés d'être des produits cancérogènes. Qui augmentent le risque de cancer du cancer colorectal. 4000 morts par an en France liés à ce type de cancer. C'est quand même beaucoup, et rien n'est fait, comme vous le dites, simplement dans le sens des lobbies, de manière très discrète. Il y a un plan à la discrétion des charcutiers de diminuer, mais nous, sur les étiquettes, on n'a aucun moyen de savoir si la quantité de nitrite d'un jambon nitrité a été diminuée ou pas, puisque la quantité n'apparaît pas sur les étiquettes. Donc pour un consommateur, en dehors d'avoir un journal comme 60 millions, par exemple, qui fait des essais sur du jambon pour vérifier la quantité de nitrite avant-après, il n'y a pas moyen de le savoir en regardant les étiquettes. Quels sont les gros dossiers sur lesquels vous travaillez actuellement aussi pour la défense des consommateurs ? Alors il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de sites internet abusifs.
Donc on est sur tous les fronts de l'augmentation des tarifs SNCF. Pendant les fêtes, hein, c'est vrai que là, on a des prix assez exceptionnels. Ouais. Voilà, donc traditionnellement, le numéro de janvier, donc qui sort là dans quelques jours, est celui où on dénonce un certain nombre de malversations et d'entreprises qui ont vraiment poussé le bouchon trop loin. Donc, vous saurez là dans quelques jours quelles sont les entreprises qu'on a épinglées et qui méritent vraiment des cartons rouges. Eh bien, merci beaucoup Sophie Coine d'avoir été notre invitée pour répondre à nos questions sur le pouvoir d'achat des Français. C'était la dernière de l'année de Poulain sans réserve.